cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard de Porter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un, comme on feuillette un beau livre, les facettes éclectiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Bonjour Bernard, nous sommes ici dans ton studio de photos et on va entamer maintenant la conversation intime autour d'un sujet qui est magnifique, que tu vas adorer nous expliquer, les personnes vont adorer écouter. C'est sur l'origine du métier de parurerie florale. Alors c'est arrivé dans ta vie il y a quelques années. Est-ce que tu peux parler de cette origine et peut-être du métier dans le métier, les métiers dans ce métier, plutôt les métiers dans ce métier. C'est très important ça, parce que ça constitue une multitude de métiers différents, avec toutes ces complexités et ces défis magnifiques dont tu vas nous parler. Mais déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas ce métier, d'abord c'est quoi la parurerie florale ? Parurerie florale, très difficile à prononcer, je trouve. Alors, c'est l'art de partir d'une matière, d'un tissu, et l'ennoblir, et la transformer, la couper, la mettre en forme pour en faire des fleurs, que ce soit pour la mode, la décoration, les arts déco, le théâtre, le cinéma, l'opéra, voilà, c'est très très vaste. Et c'est un métier d'art dont ses origines démarrent dès l'Égypte antique. Ce sont les Égyptiens les tout premiers à avoir créé des fleurs artificielles, qui étaient réalisées à l'époque en papyrus. La corne de vache qui était pelée et qui était montée pour faire des pétales et faisait des montages comme ça, qui se rapprochent entre le bijou, et puis finalement, déjà ce métier de sculpture, de travailler la matière, de découper au ciseau, les pétales, les bijoux qui étaient faits aussi en pierre, de la lapis-lazuli, sertis avec de l'or, donc les fleurs séchées déjà sur les tombes. On voit sur la momie d'un des pharaons, est-ce que c'est Toutmosis, je ne sais plus lequel, on a retrouvé des fleurs de lotus, des espèces de violettes d'eau comme ça dans ses voilà, sur sa momie, on a trouvé dans sa tombe, et tout le travail a été reconstitué en dessin. J'ai vu sur internet, c'est assez incroyable. C'est un travail qui se rapproche exactement comme le nôtre. Dès l'Égypte, on retrouve déjà, on n'a rien inventé, ils ont déjà tout inventé. Après, si on sort, c'est les Grecs, les Romains, les Étrusques, la période babylonienne, la période de Pompéi, etc., où on mettait déjà des fleurs aussi et des feuillages en tissu, mais qui ont disparu dans les tombes. Les seuls témoignages qui sont restés, ce sont toutes les couronnes qui sont en or, qu'on retrouve encore dans tous les musées, à Athènes, un peu partout, toutes ces couronnes extraordinaires. L'homme a toujours cherché à se couronner en fait de fleurs. On voit aussi les couronnes, il y avait aussi toutes les couronnes de fleurs fraîches qui étaient éphémères. Mais là où ils ont commencé à faire les fleurs artificielles, parce qu'il y avait déjà les saisons, enfin il y a toujours eu les saisons. Et donc à Rome, en hiver, ils n'avaient pas les mêmes fleurs qu'en été. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours cherché à avoir ces couronnes d'honneur. Après, ce sont les Chinois, à la cour des Tang et des Song. La cour des Tang, on est en 600 après Jésus-Christ jusqu'à 800 plus ou moins. C'est une période que j'adore parce qu'on est vraiment dans le siècle de lumière de Marie-Antoinette, 1000 ans en avance sur nous, c'est ça qui est incroyable. Et dans cet extrême raffinement de la poésie, de la littérature, enfin, c'est d'une richesse extraordinaire. Moi j'ai tout étudié pendant 4 ans sur ces dynasties, parce qu'il y a 35 dynasties que j'ai étudiées par cœur, et là j'adore cette période des Tang, qui est un peu un des âges d'or de la Chine ancestrale. Et là donc toutes les concubines à la cour de Kaifeng, qui était, il y avait Shangan et la cour de Kaifeng, ces deux cités interdites à la dynastie des Song, qui suit les Tang, et la dynastie des Tang. Donc, les Song, on est jusqu'à 1200 après Jésus-Christ. Et donc, c'est un extrême raffinement. Et aussi bien les deux dynasties, je pense que les Song est encore plus loin dans le raffinement. Et en fait, dans ces cours-là, Kaifeng et Shangan qui correspondent, donc, surtout Kaifeng correspond à la cité interdite de l'armée en terre cuite qu'on a retrouvée à Xi'an, qui est maintenant devenue Xi'an. En fait, les noms des capitales ont changé. Chaque fois que tu avais un empereur qui tombait, le mandat céleste tombait, c'est là qu'on détruit toute la Chine, que tout le monde, c'est les guerres.
avant qu'il y en ait un individu qui se dit être le fils de Dieu et qui reçoit le mandat céleste et qui remonte une dynastie et reconstruire une capitale. Souvent les capitales étaient détruites. À chaque fois on détruisait, c'était symboliquement. Et je pense que les derniers qui n'ont pas détruit, c'était les Qin après les Ming. Le dernier empereur Puyi, qui était descendant de ces dernières dynasties-là, eux, qui étaient les Mongols qui venaient du nord de la Chine, quand ils sont arrivés, ils ont une intelligence de ne pas détruire la cité interdite. Normalement, elle aurait dû être détruite pour construire une neuve. Hein. Et là, ils ont tout conservé. Ils ont dit, on va recycler, en fait. C'est ça qui est dingue. Mais pour en revenir à la cour de Kaifeng et de Shangan et de Luoyang, Luoyang, c'était une autre capitale qui était créée période très courte où tu as eu la seule femme empereur de l'histoire qui était Wu Zetian, qui était une comparée à quoi? À la grande Catherine de Russie, quoi, même aussi brillante qu'elle. Et elle avait monté sa capitale aussi à Luoyang, qui était aussi assez incroyable. Donc toutes ces périodes-là, il y a aussi Yang Gufei, qui était la plus belle femme de la Chine antique, qui était une concubine de l'empereur de l'époque et qui était une femme voluptueuse. C'était elle qui avait lancé la mode des grosses dames, donc les fat ladies de l'époque, tant que tu trouves encore les statues dans les tombes, que moi-même je collectionne quand j'en trouve chez les antiquaires. Et donc toute cette mode-là, où ces femmes étaient voluptueuses, étaient maquillées avec des visages plâtrés, des mouches qui étaient déjà au visage comme du temps de Marie-Antoinette. C'est ça qui est incroyable. Et elles portaient des énormes fleurs en soie sur les cheveux, sur leurs chignons. Il y avait des concours à la cour, justement, de beauté à l'époque. Et donc, il y avait... ces fleurs étaient déjà la mode des fleurs des lotus, des fleurs de prunier, tu avais des pivoines, tu avais... qu'est-ce qu'il y avait encore d'autres, différents types de fleurs comme ça, qui, en fait, tout ce vocabulaire décoratif a été pris par les Japonais. Et les Japonais ont tout... On pense toujours que les Japonais qui ont tout inventé, c'est pas vrai, c'est les Chinois qui ont tout inventé, et le Japon... La Chine, c'est 5000 ans, et si je prends le néolithique, tu montes à 7000 ans. Le Japon, c'est 2000 ans. Hein. Donc, ce sont les Japonais qui sont venus shipper tous les savoir-faire en Chine, et ils ont été plus loin dans le raffinement, ils ont été plus loin dans la finesse, que ce soit dans la beauté comme dans l'extrême horreur. On est vraiment dans les deux extrêmes, les Japonais sont comme ça. Donc, la cour de Chine, là, on est dans un extrême raffinement. Et donc, la dynastie qui a suivi les Song, c'était la dynastie en fait de Marco Polo. Et on pense que c'est Marco Polo, avec la route de la soie, qui est revenu avec le savoir-faire à Venise. Donc, les premières traces de fleurs artificielles sont à cette période, vers le XIIIe siècle à Venise, et c'est là qu'on trouve les premières fleurs artificielles. En Europe, les premières... C'est à Venise que tout a démarré. Oui. Donc c'est ce qui explique pourquoi je veux retourner sur Venise et commencer à développer mon projet là-bas, parce que c'est les origines de nos fleurs artificielles. C'est nos origines aussi à nous tous. Mais Venise, c'est 1000 ans d'histoire. Tout le raffinement a commencé là, bien avant que ce soit Bruges, Amsterdam, les Venise du Nord qu'on suivi le pas après, quoi. Donc Marco Polo serait revenu avec ce savoir-faire. On cherche les traces, on n'arrive pas à les trouver, mais on pense vraiment que c'est par cette route de la soie que tout est venu. D'un autre côté, Jacques Coeur, qui vient des croisades, qui est un peu le Bernard Arnault de l'époque, ça qui est incroyable, on n'a rien inventé, il était quand même extraordinaire, Jacques Coeur, et il a créé les premières multinationales françaises. Donc ça veut dire avec un marché par les croisades, c'est lui qui est revenu avec tout le raffinement, et à l'époque, la première femme influente, la première Kim Kardashian de l'histoire, c'est Agnès Sorel. La première maîtresse royale de France à l'époque, et qui était habillée en même temps par Jacques Coeur, et qui avait lancé la mode des traînes, des nains, du décolleté 1500 en dehors et dedans. C'est elle qui a tout inventé. Bien avant Marie-Antoinette, Joséphine et toutes celles qui ont suivi. Mais Agnès Sorel est vraiment assez touchante, parce que c'est aussi un personnage qui a apporté beaucoup, et super intéressant à étudier. Donc les fleurs artificielles arrivent en France, en partie, il y a une petite vague qui arrive à ce moment-là par les croisades et Jacques Coeur. Puis de nouveau ça retombe, on n'en trouve plus trop la trace, et on arrive directement au XVIIe siècle, à l'époque
Louis XIV et Colbert qui montent les Gobelins, les fameuses grandes manufactures françaises. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire pour faire gagner la France? Ils viennent shipper les artisans à Venise qui font les miroirs pour faire la galerie des glaces, ils viennent shipper les tapisseries d'un tel et tel pays. Donc ils ont monté les manufactures des Gobelins. Et les savoir-faire des fleurs artificielles ont commencé à arriver en France. Mais alors, c'était comme en Italie, comme les fleurs d'Italie, qui coûtaient très cher et étaient vendues dans le monde entier. Elles étaient coupées au ciseau. C'était un travail pas très fin, mais qui était assez joli, et qui était vendu dans toutes les cours. Après, ça a été le XVIIIe siècle, l'époque du Régent, Louis XV, où là, vraiment, les fleurs sont développées en France. C'est devenu vraiment une spécialité française, 300 ans d'histoire dès le Régent au XVIIIe siècle. Ça a commencé avec Louis XIV avant, mais c'est vraiment au XVIIIe ça s'est accéléré. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle parmi 9 fleuristes qui ont marqué l'histoire au XVIIIe siècle, il y en a 3 qui ressortent toujours. C'est Bollard, Bollard, Seguin et Wenzel. De la parure De la parure florale. Vraiment les techniques comme ça. Tu les renommes? Alors, il y a M. Seguin. M. Seguin invente l'emporte-pièce en 1738. C'est lui qui crée les machines. Qui crée le fer à découper, qui permet d'accélérer la découpe et de remplacer les ciseaux. Et avoir une finesse de découpe. Et d'en découper plusieurs à la fois. Voilà. Pour industrialiser déjà au XVIIIe siècle. Puis tu as M. Bollard qui présente à Marie-Antoinette en fait une fleur qui était faite dans la peau d'un œuf, la petite membrane de l'œuf. Il l'avait découpée, colorée, il en avait fait une fleur, donc elle a pris comme fleuriste à ce moment-là. Et puis Wenzel qui travaillait avec Rose Bertin et Léonard de Marie-Antoinette, son coiffeur. Et à eux 4 là, cette petite cour d'artisans, ils ont créé les plus grandes modes du monde. Marie-Antoinette là était vraiment une modeuse, une vraie influenceuse, une vraie lanceuse de tendance. L'effet Angèle qu'on a maintenant après les Jeux Olympiques, que tout le monde imite sa démarche et imite sa coupe de cheveux. C'est ce qui est arrivé avec Marie-Antoinette à l'époque. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez incroyable. Donc, eux tous, ils créaient vraiment des modes incroyables. Marie-Antoinette lançait déjà la mode des robes empires pré-révolutionnaires. Les tailles commençaient déjà à redescendre, à remonter, etc. Les paniers qui commençaient à disparaître. Puis la Révolution arrive. Tout ce métier d'art disparaît. Beaucoup d'artisans ont fui en Angleterre parce que c'était un métier de luxe. Donc les seuls qui ont pu survivre, c'était en vendant des fleurs de pommes de terre et ce qu'il fallait manger. Donc c'était symbolique. Les fleurs, de champêtre, tout ce qui était fleurs royales était interdite. Pas de lys, pas de rose, sinon on se coupe les têtes. Voilà. Et puis les merveilleux et les merveilleuses sur le directoire, etc., ont relancé la mode des fleurs tout doucement. Et puis c'était surtout Joséphine. Joséphine, elle a relancé toute la mode des fleurs. Et ce qui me touche, c'est que nous, on a les outils de la maison Montagna, qui était une des maisons qui travaillait pour Marie-Antoinette. Donc en 1727, cette maison existait déjà. Et donc Joséphine, donc a porté des quantités de fleurs. Alors elle a sorti ses robes aux tentures des murs de la Malmaison, de Fontainebleau et des Tuileries. Donc il n'y a pas plus extravagant, plus génial que ça, quoi. Donc c'était assez dingue. Et donc elle portait les fleurs. Eugénie emboîtait le pas, revenir avec tout ce côté 18e à Compiègne, aux Tuileries aussi, à Fontainebleau. Eugénie a quand même été aussi quelqu'un de très influent, très intéressant à étudier. Puis l'apogée, c'est la Belle Époque, 1900-1910, donc où toutes les femmes avaient des jardins sur la tête. C'est là qu'on a décimé des millions d'oiseaux d'Amazonie pour mettre les oiseaux du paradis, etc. Et alors il y avait les fleurs, donc c'était des jardins dans les tribunes des courses de Chantilly, etc. Dans toutes les manifestations. Puis tu as la guerre qui arrive, les Allemands réquisitionnent tous les outils pour faire des armes et des douilles. Donc tout ce patrimoine commence à disparaître. L'automobile, les femmes commencent à conduire, les chapeaux ne rentrent pas dans les voitures, donc là aussi le patrimoine disparaît, dans le sens où les maisons ferment et on vend l'acier, le cuivre pour récupérer l'argent lors des faillites. Donc tout ça a disparu, jusqu'à ce qu'on comptait 2000 maisons à Paris en 1900, il en restait plus que 3 en 2000 que Chanel a racheté. On n'est plus que 5 au monde à avoir des outils. Je fais que le résumé très court de mon histoire. Chanel en a repris 3. Chanel a repris 3, nous on a 11 représentés dans notre collection d'outils. Et on n'est plus que 5 maisons au monde. Il y a une maison à New York
qui travaille pour Oscar de la Renta, Marc Jacobs, il travaille pour qui? Pour Ralph Lauren. Les outils ne sont absolument pas fins parce que les Américains n'ont jamais eu la finesse et le raffinement de l'Europe. Ils avaient des outils qui étaient plus grossiers. Les fleurs sont jolies, mais elles sont pas fines. T'as pas la finesse des nervures. C'est pas le même travail. Ça n'a jamais été de la haute couture. Et ça dépend plus du moule que du tissu utilisé. Ça dépend de tout, du moule, du tissu et de la main d'œuvre. Les ouvrières là-bas n'avaient pas la qualification des Françaises. Donc la qualité des moules est quand même très très importante. Très importante aussi. Et donc il t'en reste une. Alors il reste cette maison-là qui est toujours en activité. Il y en a une en Allemagne en fait qui va devenir un musée, qui travaille surtout pour eux ils travaillent plutôt pour la décoration d'intérieur. Ils ont des milliers de moules extraordinaires. Les Allemands étaient très forts dans l'industrie de l'acier, du métal, etc. Il reste Séverine Larty, qui est une amie à nous, qui est en Normandie, qui a recomposé un atelier avec tout ce qu'elle trouvait qui était dépareillé dans les théâtres, etc. Des fonds de brocante. Et elle travaille pour Jean-Paul Gaultier, elle a beaucoup travaillé pour toutes les grandes maisons. C'est la dernière artisane qui maîtrise le métier dans le monde. Et je le dis haut et fort, c'est la seule qui maîtrise encore ce métier. Qui maîtrise vraiment toute seule. Oui, et qui a une humilité, une gentillesse. On est vraiment amoureux, Maryse et moi, de cette fille qui est courageuse et qui est vraiment un exemple pour moi. J'espère pouvoir un jour atteindre sa discipline, sa qualité de travail. Ensuite, il te reste encore une maison qui est en Italie, à Vérone, et qui travaille essentiellement pour Dolce & Gabbana et Valentino, les Italiens. Ils n'ont pas la finesse des outils non plus, parce que c'est des outils des années 50, qui ne sont pas très anciens. Ensuite, il te reste une toute petite maison à Astin, qui va en Angleterre, devenir un musée, enfin qui est déjà un musée, et qui travaille encore un tout petit peu pour le théâtre ou le cinéma. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, ce qu'il y a encore, c'est on a repéré sur les réseaux une trentaine de fleuristes. Alors il y en a qui font des fleurs en espèce de pâte fimo, d'autres qui font en espèce de porcelaine froide. C'est des porcelaines qui ne se cuisent pas, qui n'ont rien à voir. D'autres qui font en porcelaine, vraiment, ça c'est les Russes, extraordinaire, mais c'est pas du tout le même travail. Il y en a qui travaillent avec du plastique recyclé en France, qui font des choses merveilleuses, qui n'ont rien à voir, mais ils n'ont pas les outils, des couteaux, ciseaux, au laser, c'est d'autres techniques. Vraiment, beaucoup de Russes, de Coréens, de Chinois, qui travaillent beaucoup les techniques du XVIIIe siècle avec de la chenille de soie, c'est encore des autres techniques. Un petit peu encore en Italie, et la plupart sont fournisseurs ou alors sont des dames qui c'est un hobby, elles n'en font pas un métier, elles font une fleur de temps en temps. Souvent elles ont des fers électriques qu'elles achètent dans des magasins de couture. Tu peux acheter des kits si tu veux pour former des fleurs avec des embouts, des boules électriques au bout, et tu découpes au ciseau, et tu bidouilles des fleurs comme ça, un peu comme toutes les chapelières font, mais on n'est pas du tout dans le même métier. Alors comment tu te différencies dans tout ça, pour qu'on voit bien la différence, même si tout est à tenir. Mais... La différence déjà, c'est que chez nous c'est tout le temps ou des pièces uniques, ou c'est la série, c'est vrai que c'est des séries limitées, exclusives. La deuxième chose, ce sont toutes les techniques, c'est qu'on retravaille toutes les techniques du 19e siècle et du 18e que plus personne ne travaille. Très peu le font. Troisièmement, c'est le fait de travailler avec tous des outils. N'oublie pas qu'on a un 8000 matrices pour faire des fleurs. Donc on travaille avec les outils d'origine que très peu de personnes possèdent, parce que tout a disparu pendant les guerres. Ensuite, quelle est la différence? C'est que c'est par rapport au nombre d'heures qu'on passe sur la pièce. Il y a tout le travail de recherche, mais pas des recherches seulement de la forme, des recherches de matière, de texture, c'est un laboratoire. Donc se surpasser dans les techniques donc il y a tout un travail vraiment de laboratoire qui est très long. On ne se rend pas compte de ça. Non. On ne se rend pas compte de ce que ça demande pour obtenir une fleur, déjà pour assurer le tombé de la fleur, le tombé des pétales. Exact, la souplesse. Comme la chrysanthème et la rose ne retombent pas de la même manière. Exactement. Le matériau de base. Alors il y a toute cette partie de ton atelier qui est gigantesque, qui représente je ne sais pas combien de mètres carrés de murs, de moules et de formes. Et donc c'est 3 pièces pour faire une feuille donc, ou un pétale. L'emporte-pièce c'est le gaufroir. Exactement, c'est ça. Et puis donc la première matière qui est recouverte, qui est souvent repeinte, sur lesquelles on colle pistil, étamine,
pétale après pétale, donc toutes tes fleurs super denses, toutes ces camélias, les roses, c'est des centaines de pétales un à un, collés un à un, et pas disposés n'importe comment, on est bien d'accord. Parce que la nature, comme les pommes de pin, comme certaines formes de spirales, tout ça, c'est le système du vortex, etc. La fleur, si tu la composes autrement, ça se voit. On ne sait pas pourquoi, mais on voit que c'est pas juste. C'est ça qui est magnifique. Au même titre que Saint Laurent, mes clients donnaient des vieilles vestes Saint Laurent en couture que je désossais. Elles disaient, vous les désossez, vous observerez comment étaient faites les vestes. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier. C'est en désossant les vestes de M. Saint Laurent, c'est de la dissection. Au même titre qu'un médecin, pour étudier le corps humain, il y a des cours de dissection. C'est comme ça que moi j'ai appris mon métier de couturier, c'est la dissection. Pareil pour les fleurs. Je dissèque les fleurs du jardin. Ça fait un peu mal au cœur, mais voilà, pour compter le nombre de pétales, les mettre en cercle. Alors elles fanent très vite, prendre des photos, calculer, ça c'est comment je peux réinterpréter ça. Donc il y a d'abord toute une approche, donc on va dire je vais copier, toutes les fleurs sont compliquées. Plus elle est grosse et plus il y a de la matière, de pétales, plus c'est compliqué. Plus c'est fin, plus c'est compliqué. Donc une fleur de sureau, c'est tellement minutieux. Complexe et compliqué. Complexe et compliqué, exactement. Donc, ce qui est clair, c'est que la complexité, elle est dans un sens ou dans l'extrême finesse, où tu sais pas palper de tes doigts tellement que c'est petit et minutieux et qu'il faut travailler tout en délicatesse avec des petites pinces, etc. Tu deviens dingue tellement c'est compliqué, c'est complexe. Et de l'autre côté, plus c'est volumineux, plus c'est complexe aussi, parce que ça demande de la matière, et puis il faut une cohérence, comme tu dis. D'abord, il faut tenir compte, un travail d'observation, d'approcher une matière qui correspond à ce que l'on veut faire, parce que dans une fleur, une rose, tu peux avoir des pétales brillants, plus mat, plus transparents. Donc les feuilles aussi. Et les feuilles aussi. Donc ça implique déjà un certain nombre de textures et de matières différentes. Ensuite, il y a la texture, la rigidité ou la fluidité d'un pétale, et là c'est tout un travail d'apprêteur. Donc tu apprêtes ton tissu. L'apprêter, c'est le fait de l'enduire d'une colle, si tu veux, d'un enduit qui va rigidifier ou assouplir la matière, de telle sorte à ce que ça ne s'effiloche plus, mais de telle sorte à ce que ça puisse être suffisamment rigide pour être tranchant à la découpe et net, avoir une découpe nette, mais en plus ça permet à ce que ton pétale puisse être donner un réalisme, une tenue, que ça tienne, comme un col de chemisier doit tenir droit, tes pétales, parfois ton cœur de tes pétales sont raides parfois, donc il faut que ça tienne. Donc il faut tout ce travail de laboratoire, de test, d'enduit, pour faire des échantillonnages, pour avoir la souplesse qui se rapproche le plus à ta rose. Et chaque fleur est différente. Donc ça, c'est un gros travail. Ensuite, il y a la couleur. Ça, c'est là que Maryse intervient avec ses 37 ans d'expérience dans la couleur. Il y a une chronologie dans la couleur, sachant que la teinture ne va jamais avoir la même réaction sur de la laine que du cuir, que du pongé de soie, que du satin, du coton. Donc là, tu as un dégradé dans les pétales. Quand tu es dans le centre du pétale d'une rose, c'est peut-être plus foncé, plus tu t'éloignes, plus ça s'éclaircit, parfois c'est l'inverse. Oui, parfois c'est l'inverse. Mais il y a encore une autre indication, c'est que nous on cuit toutes les teintures. Il faut les cuire avec de la vapeur pendant 2 heures. Et quand on les cuit, elles foncent. Exactement. Mais quand tu as ton pétale seul et que tu superposes plusieurs pétales transparents de mousseline par exemple, ta fleur a tendance à foncer. Donc on doit calculer des tintons plus clairs au moment où tu copies ta vraie fleur pour le résultat. Oui, exactement. Oui. C'est toute une science, c'est toute une sensibilité qu'il faut avoir. C'est très compliqué. C'est très passionnant. C'est génial. Et alors ensuite, après tout ça, on a évidemment tout le travail du boulage, du modelage. Donc il y a évidemment les feuilles qui sont gaufrées, sculptées dans les moules en bas. On colle des laitons, etc. Puis on part sur des pistils sur le cœur de la fleur, pistils, étamines, bobèches. Voilà, il y a tout le travail des calices de rose qui finit à l'envers. Mais alors tu sculptes tes pétales et là tu peux avoir jusqu'à 12 gestes différents pour faire une rose. Pour sculpter avec des pinces que tu fais chauffer, c'est-à-dire que tu te fais des clochetons sur les doigts parce que tu te brûles tout le temps. Et donc tu sculptes, tu observes, tu montes et puis il faut coller les pétales parce que tout est collé. Et tu tournes et tu composes ta rose en ayant cette cohérence
que quand tu as rose ou tu as toute fleur qui s'ouvre, les pétales qui sont nés dans le cœur de la fleur, au moment où la fleur se déploie, les pétales sont censés correspondre, les nervures, les gaufrages, les ondulations des bords des pétales quand tu vois une rose quand elle s'ouvre, elles correspondent parce que elles sont nées au cœur de la rose dans le bouton. Quand le bouton s'ouvre, si tu observes la nature, les pétales se suivent et correspondent. Ça, exactement. Donc s'il y a un faux pli dans le bord de ton pétale, il faut que ça corresponde sur une dizaine de pétales ou parfois 4-5 pétales qui soient cohérents. Oui, donc on doit penser, quand on sculpte des pétales, à quel endroit je suis et dans quel ordre je colle mes pétales pour que les gaufrages correspondent l'un dans l'autre et se décalent légèrement comme dans la nature. Donc la façon dont tu serres une fleur au moment où tu la montes ou tu la déploies, ce sont des tensions des gestes, des outils, mais des tensions des mains, d'une dextérité, une sensibilité des doigts et des mains qui est propre à chaque ouvrier, qui est proche à chaque artisan. Et tu vas mettre autour de la table, on va faire un atelier, on va dire, on va faire chacun un gardenia, et tu vas donner le même nombre de pétales à tout le monde, et tu vas montrer le geste qu'il faut faire. Chacun va faire son geste à sa façon, malgré en essayant de se rapprocher du mien. Chacun va composer sa fleur à sa façon. Tu partiras à chaque fois de la même fleur, on n'aura jamais le même résultat. Et même moi, si je vais faire en série 10 gardenias à émission limitée, je vais les faire à la chaîne, je n'arriverai jamais à faire les 10 identiques. Ça restera toujours des pièces uniques. Oui, c'est ça qui est magnifique. Ce qu'il y a aussi qu'il faut tenir compte, c'est que c'est un métier où, un métier qui demande un temps incroyable. On ne sait absolument pas, il y a une gestion du temps et ça prend le temps qu'il faut pour que ce soit le plus proche de l'impeccable. On est en quête de perfection et c'est aussi difficile de copier la nature jusqu'à copier les maladies des feuillages comme l'odium, comme la tache noire sur la rose, etc. Parce qu'on va jusque là, jusqu'à coller des insectes empaillés ou des insectes en pâte de verre du Murano, en verre de Murano qu'on peut faire, on peut mettre du faux comme du vrai, jusqu'à arriver à donner des nuances d'automne, d'été, des saisons, jusqu'à la lumière sur une fleur. Par exemple, si je vois un iris au bord d'un étang au printemps de pleine lune et qu'il y a une lumière particulière qui capte sur le côté velouté de mon iris, je vais avoir la même sensibilité qu'un Monet qui observait ses nymphéas le matin et qui essayait de capter la lumière sur le reflet du nymphéa. C'est la même démarche. On peut aller jusque là, jusqu'à inventer des techniques comme ce que j'ai expérimenté, parce qu'on dépend aussi des saisons, c'est-à-dire que les enduits, les teintures, la façon dont se travaillent les matières, suivant l'été, l'hiver, l'automne, ça n'aura jamais les mêmes réactions. Oui. Et une teinture qu'on va faire en été, même en mettant les mêmes recettes de teinture, les mêmes dosages de pigments, ne donneront jamais la même chose d'une saison à l'autre, parce qu'on dépend aussi de la Lune. Donc la Lune, tu sais qu'elle a des rayons gamma, et donc la Lune peut déteindre, décolorer les matières ou avoir une réaction sur nous. C'est pour ça que moi, quand c'est fait nuit, moi je suis un loup-garou, je ne dors pas, je deviens un monstre la nuit. Et évidemment, ça a un impact sur les matières, sur les teintures, les couleurs. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'inventer des fleurs de lune, c'est-à-dire que ce sont des pétales que je teins et que je laisse insoler sur ma terrasse pendant une nuit, et la rosée du matin vient se poser sous mes pétales. C'est un romantique finalement. Oui. Et ça vient, et le rayon lunaire vient faire une réaction chimique qui vient grignoter ma teinture. Et qui fait que la composition de ma teinture qui est composée de plusieurs couleurs, elle sépare certains pigments et que je me retrouve avec du bleu qui apparaît dans mes pétales, etc. Et une fois que j'obtiens ces marbrures extraordinaires, à ce moment-là, je cuis mes couleurs, je les fixe et ça ne bouge plus. Les effets que je fais, mais c'est la lune qui travaille là. C'est ça que tu appelles tes fleurs de lune, ouais. Parce que tu parles des fleurs de lune. Exactement. C'était un des points de la fleur de lune. Ce serait amusant que tu reparles du départ de ta confection de fleurs de lune. On a compris, c'est vrai que la lune, elle change de texture, et même on met le linge à blanchir. Exactement. Comme on met le linge à blanchir. Le démarrage, explique-le un tout petit peu, réexplique-le, parce que c'est magnifique. La symbolique de la fleur de lune, c'est juste magnifique. Comment est-ce que tu arrives à cela? Tu viens de l'expliquer brièvement, et de recommencer cette explication pour qu'on puisse se faire des images
de la magie de la lune sur le tissu. Ben, je pense que quand je teintais mes pétales et que je les mets donc sur des papiers buvards ou des plaques sur ma terrasse, donc quand c'est la pleine lune, la lumière, ben, il y a un effet en fait dans l'atmosphère lié avec les gouttes de rosée qui font que ça oxyde en fait la teinture, l'humidité vient oxyder la teinture et faire une réaction chimique simplement. Magnifique. Pendant toute la nuit. Pendant toute la nuit, voilà. Et on peut faire ça 2 nuits, 3 nuits. Alors où est-ce que j'ai découvert ça? C'est quand j'ai travaillé chez Ted Lapidus. C'est que j'ai travaillé dans tous mes stages, j'en ai parlé dans un autre podcast. Oui. Et chez Ted Lapidus, il y avait on avait créé en fait je sais plus c'était un manteau, je pense en cuir d'agneau. Et je me souviens qu'à l'époque, le fils de Ted Lapidus, c'était Olivier Lapidus, je pense, avait créé des maquillages sur les textiles. Donc, il prenait de la fibre, de la tontisse de soie ou de laine, il colorait et puis il venait maquiller le tissu et donner un aspect en feutrant, en agglomérant les poudres sur les matières. Comme ça, on mettait du maquillage, du fard à paupières. Et il arrivait en haute couture à faire des choses extraordinaires. Mais je te parle, il y a plus de 20 ans. Et donc, il y avait un manteau qu'on avait mis effectivement insolé à la lune, en cuir lit de vin pour obtenir un violet un peu particulier, pour faire changer la couleur. C'est là que j'ai découvert cette technique. Donc voilà. C'était volontairement. Ah, volontairement, bien sûr, oui. bien sûr. C'est pas, Comme il y a beaucoup de personnes qui prennent des bains de lune pour guérir, ça c'est incroyable. Oui. Alors donc voilà. Maintenant les étapes pour faire une fleur, ce qui est très intéressant, c'est de voir quelles sont les étapes. La première étape pour faire une fleur, c'est partir d'un tissu, plusieurs tissus différents. C'est le clouter sur un châssis en bois qui porte des clous, on tourne des manivelles et on tend le tissu. Comme pour faire une toile. Comme pour faire une toile. Pour peindre. Ensuite, on vient mélanger un après avec des recettes du XVIIIe siècle, suivant des dosages à chaud ou à froid. Cet après est composé essentiellement d'amidon, de gélatine, de gomme arabique, il n'y a rien de sorcier, c'est des recettes du XVIIIe siècle. Il y en a qui travaillent des matières synthétiques, des matières artificielles, mais elles sont parfois toxiques, surtout quand tu les sculptes, tu sculptes tout à chaud. Donc nous, on a bien travaillé toutes les matières naturelles. Donc ça, c'est des matières très naturelles. C'est important de le dire. C'est très important. Et puis la recette est du XVIIIe siècle, où ça chouette de continuer avec les mêmes recettes. Ça reste des matériaux accessibles. On travaille beaucoup des tissus, des matières alimentaires pour les matériaux qu'on travaille. Donc on peut très bien travailler aussi des teintures naturelles. Mais nous, on a bien travaillé les teintures Dupont. On reviendra après dessus. Pour en revenir donc à l'enduit, donc on mélange des recettes et des dosages suivant le tissu et ce que l'on veut réaliser. On tend le tissu sur le cadre et puis on enduit au pinceau ou à l'éponge l'après. On laisse sécher pendant plus de 2 heures. Une fois que c'est sec, on le plie, ce morceau de soie ou de coton ou de laine, on en fait un cahier. On l'emballe dans du papier craft et puis on va à la presse. Et c'est là qu'on découpe à la presse à découper. C'est une presse de 600 kg avec une poutre qui descend. On vient découper à l'emporte-pièce en biais. Pourquoi? Parce que on coupe jamais dans le droit fil. Dans le droit fil, le tissu s'effilocherait. Le fait de couper en biais, il s'effiloche pas. Mais en plus, on a besoin d'avoir une ergonomie du fil de chaîne et de trame. Tu vois, le tissage, tu as le droit fil, le contre-fil, le fil de chaîne et trame, et on a besoin d'avoir cette ergonomie du tissage qui puisse se déformer dans les moules pour venir épouser toutes les ondulations des moules ou venir épouser la boule quand tu boules le pétale pour qu'il prenne forme. Si c'était du droit fil, ça ne se travaillerait pas. Ça ne peut ça serait raide et ça serait très droit dans le droit fil. Donc on a besoin d'avoir cette ergonomie de la fibre, du tissage, pour pouvoir mettre en forme. Une fois qu'on a découpé, on passe à la teinture. Et donc là, on colore pétale par pétale en haute couture. Maintenant, parfois, on peut travailler le dégradé dans un panneau de tissu, on dégrade et puis on coupe. Il y a différentes façons de faire des fleurs, sachant qu'on vend des heures. Nous, on veut faire des fleurs beaucoup plus accessibles pour le grand public. Et donc, on a des finitions différentes suivant les prix qu'on veut réaliser. Parfois, il y a des étapes qu'on peut laisser tomber pour faire des fleurs moins chères. Les fleurs qui seront moins chères, c'est des étapes
qui vont prendre moins de temps. Donc si on évite tout ce qui est teinture, on gagne déjà beaucoup de temps. Tu vois, pour faire des fleurs. Alors on prend un tissu déjà teint dans la masse, déjà acheté tout fait, en Italie ou en France, parce que tous mes tissus viennent de France, d'Italie. Ensuite, donc, souvent on teint les pétales, puis on les met dans un four, dans une étuve de 100 kg, pour cuire les teintures. Alors les teintures sont, nous on adore travailler avec la teinture Dupont. Pourquoi? Parce que c'est une vieille maison du XVIIIe siècle déjà à la base, les origines de Dupont. Ensuite c'est une maison belge qui est installée à Liège. C'est important. Moi j'aime bien mettre en avant le local, mais les couleurs sont exceptionnelles, d'une qualité extraordinaire. On utilise finalement très peu on ne pollue pas, dans le sens que nos teintures qu'on utilise, on les mélange avec de l'eau et du méthanol. Et tout ce qu'on utilise, quand on fait nos mélanges, on garde tous nos pots de couleur, on ne jette rien. Même un fond de flacon de teinture rose, on va le garder parce qu'on peut encore faire des fleurs, on sera toujours content de tomber sur ce reste de teinture pour avoir une couleur subtile, très légèrement rosée, etc. Donc il n'y a rien qui part à l'égout. Rien de par ça, j'insiste bien. Rien de part à l'égout et tout est vraiment conservé au maximum. Alors ce sont des couleurs qui sont labellisées par l'Europe avec des labels de qualité, des labels environnementaux, etc. Donc on fait très attention évidemment au côté écologique et donc voilà. Mais point de vue qualité-prix et point de vue le fait que ce soit du belge et qu'en plus qu'on ne pollue pas puisqu'on récupère le moindre pigment, c'est clair que voilà, on travaille qu'avec ces teintures. On peut travailler avec les teintures naturelles. Le gros problème, c'est que la teinture naturelle, elle ne dure pas dans le temps. Non. Elles ne tiennent pas. Non. Et si tu veux les tenir, tu dois mettre du sel avec du vinaigre, mais souvent tu dois mettre des mordants, des teintures, pas des teintures, des produits chimiques qui, eux, sont toxiques, qui ne sont pas écologiques pour fixer la teinture naturelle. Donc c'est ridicule. Oui, et même le vinaigre. Donc on peut, évidemment, quand tu fais une fleur qui a, on va dire, une belle fleur sur mesure à 450 € pour une cliente, et imagine qu'il pleut au mariage et que la teinture dégorge sur un beau tailleur Chanel à 8 000 €, qui paye la facture? C'est un désastre. Et là, la messe est dite, et je préfère garantir que ça ne déteigne pas, que ça tienne pour mes clientes, et surtout quand tu investis dans une belle pièce. Moi, je veux des produits qui durent de la grand-mère à la petite fille. Donc, toi, comme un sac d'Elvaux qui se transforme de la grand-mère à la petite fille. Ouais, en Belgique, c'est comme ça. Ah ben, si la fleur est bien conservée dans sa boîte d'origine, dans son écrin, eh bien, elle peut traverser les saisons. Tu as vu les archives que j'ai des fleurs qui datent du 19e siècle? Elles sont toujours là. Hein. Elles sont toujours là. Et c'est pas des choses qu'on jette. C'est une fleur en soi, ça se transmet, mais ça peut être un objet de décoration dans un globe. Voilà, c'est un très bel objet, un beau témoignage d'artisanat. Donc voilà. Alors les étapes après la teinture, après qu'elles ont été cuites, qu'on a cuit les couleurs, on prend des pistils qui sont souvent dans notre ancien stock. Alors là, il y a tout un artisanat d'art extraordinaire des laitons et des pistils. Les laitons, ce sont des fils de fer qui sont guipés, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts de coton. Un fil de coton avec des machines de 3 tonnes qui se rapprochent des machines des passementiers, des gens qui font de la passementerie. Et donc nous on l'achète tout fait, et on vient acheter des laitons qui sont guipés, qui permettent de faire des tiges, ou faire des pistils. Donc ces tiges permettent d'agglomérer le coton qui est sur le laiton, permet d'agglomérer les colles, puisqu'on colle tout avec une colle blanche qui devient transparente, et donc ça permet vraiment de maintenir, si tu veux, les pétales sur le coton. S'il n'y avait pas de coton, ça glisserait, la colle ne tiendrait pas sur le métal. Exact, oui. Donc voilà. Alors, donc ces tiges, ce sont les colonnes vertébrales de nos fleurs. T'as pas de tige, c'est pas faire une base, une fondation, c'est la fondation de nos fleurs. Ensuite, tu as le cœur de la fleur, qui est le pistil, et là on part sur des mélanges suivant les fleurs. Il y a par exemple des fournisseurs qui ont 2500 références de pistils. Pour chaque fleur, les pistils des tulipes, c'est pas les mêmes que ceux de la rose ou de camélia, quoi. Tu vois, donc voilà. Alors là, on peut réinterpréter. On n'est pas obligé de copier la nature. Nous, on peut le faire jusqu'au goût de rosée. En résine, mais par contre, ou du givre, on sait faire tout. Mais à côté de ça, voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à, dans ce cas-ci, se rapprocher de la nature. Et donc, oui, les pistils sont assez importants, donc ils sont fixés au centre du pétale. Et puis, on va commencer à travailler à la pince, à la boule et au doigt pour sculpter la fleur et la mettre en forme. Et pour faire cette mise en forme, les pétales sont préalablement humidifiés dans du papier buvard. On ramollit les apprêts qui sont dessus.
Et donc ça permet que la matière soit sculptable en fait. Je sais pas comment expliquer. Plus souple, ramollie, un peu collante. Oui. Et donc ça nous permet de sculpter à chaud. On fait chauffer nos moules et puis on les sculpte à la boule, à la pince au doigt. Pour une rose, il faut compter jusqu'à 12 gestes bien précis différents pour faire une rose. Et tu as vu les milliers de roses différentes qui existent. Et l'important, c'est de savoir faire la rose du bouton jusqu'au cynorhodon. Oui, exactement, oui. Arriver à faire le bouton qui pousse, jusqu'à la fleur mature, jusqu'à la fleur qui se flétrit, jusqu'à la fleur desséchée, qui fait mourir complètement, et puis jusqu'au fruit, jusqu'au cynorhodon. Une qui vient de faire ça, c'est justement Séverina, parce qu'elle a participé ici récemment à Homo Faber, qui est la grande foire de l'artisanat d'art à Venise, qui est en ce moment. Et donc, elle a fait un travail extraordinaire où elle a, si tu veux, toute l'évolution de la rose. Elle a fait. C'est splendide, je vais te montrer. Oui. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut récupérer les épines de rose qu'on puisse enlever d'un rosier et venir les recoller sur la tige de ta rose. Ça peut aller très très loin dans l'hyperréalisme. Donc voilà, après il y a tout le travail donc de l'assemblage et puis après ça donc une fois que tout a été monté, donc les finitions, très important. Une fleur doit être aussi belle sur l'endroit que sur l'envers, comme pour un vêtement où moi je vais doubler chaque fois mes robes et mes vestes avec de la soie violette, je finis avec des passementeries, etc. Si tu regardes les fleurs anciennes de mes archives, t'as par exemple un fuchsia avec tout le bouton qui est fermé, il y a tout un travail d'intérieur, des pistils, ça se voit même pas, je vois même pas l'intérêt de faire ce genre de travail à l'intérieur, et ils ont été jusqu'à soigner ce qui ne se voit pas. Et ça c'est le grand luxe pour moi, c'est d'arriver, le grand luxe c'est toutes les fondations, c'est tout ce qui est caché à l'intérieur des choses, pas ce qui est forcément voyant. C'est ce petit rien, cette petite chose de rien du tout, mais qui va donner une impression qu'à l'extérieur ça change tout, et en fait ça change vraiment tout. Mais certainement. C'est comme les cigarettes dans les têtes de manche, c'est comme voilà, il y a des fondations, il y a des codes, il y a des savoir-faire, il y a des trucs, comme on peut les appeler, qui font que voilà, et c'est des secrets d'atelier qui se chuchotent de génération en génération. Bien évidemment, Maryse et moi, on découvre plein de choses et on garde secret nos savoir-faire, évidemment. Donc voilà. Mais le plus important, c'est aussi, par après, c'est de transmettre. Voilà. Pour l'instant, Maryse et moi, on est vraiment dans cette phase de réapprendre complètement le métier. Il faut 10 ans, vraiment, pour réapprendre. Et ça fait plus de 10 ans qu'on fait des fleurs. Se former, se reformer, réinventer, tout le temps, et tout le temps avoir cette humilité face à la nature. Que je vois une fleur dans le jardin, je dis, Marie, t'as vu le dahlia, elle est incroyable, on va le faire. Et puis quand on commence à le démonter, on se rend compte du nombre de pétales. Puis alors elle dit, oui, mais tu te rends compte, la peinture, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et puis voilà, il faut 3 semaines pour la fleur, quoi. Exactement. Oui. Mais c'est vrai que le grand public ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. C'est pour ça que sur ce nouveau site internet, c'est important pour moi, tu vas voir, de retracer la rose caresse d'hiver en 20 étapes, sans trop dévoiler, mais laisser deviner quand même que le public puisse se rendre compte qu'on vend des heures et qu'on ne les vole pas, qu'on demande le prix qu'on demande. Oui, le prix correspond exactement aux heures que ça représente. Oui. Je vois. C'est comme c'est de la haute couture. Oui, c'est de la haute couture. Oui. C'est magnifique. Et puis, après ça, tu parlais de passer. Tu as déjà parlé de passer tout ça, de transmettre. D'ailleurs, tu le passes, tu le transmets. Je l'entends bien, je le vois bien aussi. Tu apprends à tous tes stagiaires aussi avec beaucoup de gentillesse, de patience. C'est très précis. Les gestes sont très précis. Alors, quand je les vois travailler, elles sont. Tu as l'impression qu'elles ont tout compris, donc tu dois le passer de manière très académique. Déjà, il faut d'abord le faire soi-même. C'est comme moi, je n'aurais jamais pu faire ma carrière de couturier si je ne savais pas coudre un bouton ou coudre, faire un patron, faire un moulage. Tu as compris tout ça, ce travail. Oui, bien sûr. Tu le transmets très très bien. Bien sûr. Et tu as envie de transmettre ça, non, Joël? Parce qu'il faut que ça reste. Mais ça, je me sens, c'est comme un devoir. Pourtant, je ne suis pas maître d'art, il n'y a pas de titre en Belgique de maître d'art, il n'y a rien qui est prévu pour les artisans malheureusement chez nous par rapport à la France, mais j'essaye de réagir comme un compagnon ou un maître d'art français qui se doit, c'est mon devoir,
déjà d'y penser à la transmission. D'abord faire classer le patrimoine que je m'occupais d'enrichir, parce que je continue à acheter, dès que j'ai eu l'occasion d'acheter des nouveaux outils pour compléter la collection. On a 8000 et on n'a pas encore assez. Tout ce que je trouve de rare, je le prends. Les fleurs anciennes, j'achète. Les archives, documents, j'achète. Tout ce que je réapprends, il va falloir commencer à les mettre par écrit, à faire des échantillons, à archiver, prendre des notes, et puis, oui, transmettre à un moment donné, il faudra former des personnes. Mais avant d'y aller jusque-là, il faut que Maryse et moi, on puisse vraiment maîtriser et réapprendre tout nous-mêmes, quoi. Oui, encore et encore. Et c'est à force d'essais de rater en permanence. Oui, c'est sûr. Et beaucoup de ratés avant d'arriver. Oui, mais ça c'est comme pour tout, oui, c'est vrai. Alors, tu avais parlé aussi de la fleur fétiche, de la fleur liée au féminin et pourquoi pas au masculin. Qu'en fond, vous ne faites pas que des fleurs aussi, vous avez fait des légumes, parce que je l'ai vu, vous avez des légumes, et puis des branches d'arbres aussi. Exactement. Alors dans la collection, de chêne avec les glands, ils étaient magnifiques, et que tu en arrives aux bijoux, que tu en arrives aux accessoires qui peuvent garnir un sac, la décoration d'intérieur, les lustres, ça peut aller très loin. Exactement, oui, tout ça. Ça c'est très amusant que tu en parles un peu pour donner des idées. Ce qui est dingue, c'est déjà dans la collection, tu as les arbres d'ornement, les arbres fruitiers, les fruits comme les fraisiers, tu as 350 feuilles de rosier différentes, quand même pas mal, tu as plein de pétales qui servent à faire tout type de fleurs, parce qu'un même outil de pétales peut servir pour des églantines comme pour plein des roses ou plein d'autres choses. Tu as les plantes annuelles, comme ça peut être les pensées, ça peut être les tulipes, des choses comme ça. Les plantes méditerranéennes, les plantes médicinales, les mauvaises herbes comme les pissenlits, les chardons, tu as les plantes d'eau comme les soucis d'eau, les nénuphars, etc. Tu as les arbres d'ornement, donc les arbres fruitiers, les plantes exotiques, les plantes méditerranéennes, c'est extrêmement vaste. Sachant qu'avec un moule, tu peux créer un infini. Maintenant, quand on a 8000, t'imagines ce que ça peut faire. Mais en plus, on n'est même pas obligé de faire des fleurs, on n'est pas obligé d'inventer, on n'est pas obligé de copier la nature, on peut inventer des fleurs. En cuir, avec des clous punk, avec des éclaboussés, avec de l'acrylique, ça peut aller dans tous les sens. Et moi, j'ai vraiment envie de m'éclater dans les deux sens. C'est aller dans l'archéologie industrielle et recopier vraiment la même qualité qu'elle avait à l'époque, et se rapprocher au plus proche de la nature, mais dans l'autre sens, aller complètement dans la folie, aller vers le papier, avec le néoprène, avec le plastique, le rhodoïde. Là, on a commencé avec le rhodoïde, on a trouvé un artisan qui pouvait nous fournir du rhodoïde, et je pense que ça va vraiment être concluant. Le rhodoïde, c'est une espèce de cellulose. C'est à base de, tu vois, c'est un faux plastique de cellulose naturel. Et peu souple? Non, c'est plutôt raide. Très raide, mais extraordinaire, nacré comme du coquillage. Donc on peut coller de la cire perdue et coller de la cire et faire des bijoux en or et en argent, faire des collaborations. On pourrait faire des collaborations avec le papier peint, relief, on peut travailler, comme je disais, des lustres, les arts de la table, faire des poufs en cuir avec toutes des fleurs, des feuillages en relief. Donc bien sûr, alors dans les légumes, c'est vrai qu'il y a des feuilles qui peuvent ressembler à de la roquette, il y a des choses qui, là on a peut-être créé des artichauts pour Venise, comme tu sais, on va se développer beaucoup à Venise, on va décorer toute une table à Venise dans un palais. Tu pourrais en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement vaste. On pourrait très bien collaborer avec des chocolatiers et prendre un moule et faire une série de chocolats. Pour une fleur fétiche. La fleur fétiche d'une marque. Ça pourrait être drôle. Non, moi ce que j'ai vraiment envie, c'est faire des collaborations et rééditer les fleurs de grands couturiers, puisqu'on n'oublie pas qu'on a tous les outils qui ont servi pour toute l'histoire de la haute couture. Donc si chez Dior ils ont besoin à un moment donné de faire une réplique d'une fleur ancienne, de leur archive, on a les moules d'origine, donc on sait le refaire sans problème, pour pas qu'ils mettent en danger ce patrimoine fragile. La fleur en soi est très peu exposée, parce que c'est quelque chose de très fragile. Donc on peut faire des alternatives, ou rééditer des fleurs de Monsieur Dior, ça peut aller très loin. Donc voilà, c'est assez incroyable. Moi ce qui m'excite, c'est vraiment tout Venise, parce que c'est vrai que c'est les origines, et voilà, cette ville me correspond à 1000% pour l'inspiration et la création. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire essentiellement des fleurs. Alors c'est vrai que dans les fleurs, tu as des fleurs pour les hommes, des fleurs pour les femmes. Il n'y a plus de règles. Tout le monde, tu peux prendre Mika ou tu prends Harry Styles qui va mettre des fleurs sans problème. Dans le showbiz, il n'y a plus de règles. Mais c'est vrai que le gardénia que j'ai pris comme emblème de ma maison, c'est un peu la fleur
sa fleur des dandys, mais elle va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Elle est chic, intemporelle. Un gardénia, et puis le parfum, c'est extraordinaire. Chaque couturier avait sa fleur à l'époque. Tu as chez Dior, tu avais le muguet, le camélia chez Chanel, tu avais la marguerite chez Lanvin, elle avait appelé sa fille Marguerite d'ailleurs. Tu as chez Balmain la violette, le lys blanc chez Givenchy et chez Saint-Laurent. Saint-Laurent adorait les bougainvilliers, en rapport avec Marrakech. Tu prends par exemple le jasmin chez Patou, chez Jean Patou c'est le jasmin, chez Schiaparelli je pense que c'est le pavot. Ils ont au XXe siècle, chaque couturier avait sa fleur. C'est ça qui est incroyable. Et donc moi j'ai pris le gardénia parce que personne ne l'utilisait et voilà, rien ne m'empêche de faire des camélias si j'ai envie. Il n'y a pas de règle. Oui, et chacun avait sa fleur fétiche, liée certainement à une symbolique, ou pas, ou juste pour une forme. Chaque couturier a ses gréveries. C'est comme moi qui ai le chiffre 7. En numérologie, Bernard Porter, ça fait 7. J'habitais au 7 rue Champfleury à Paris. J'habitais au 7 boulevard Général Conning à Paris. Le 7 me poursuit partout. Et j'habite ici aussi au numéro 7. La maison ici, oui. Donc c'est ça qui est dingue, c'est que le 7 me poursuit tout le temps. On a tous notre palette de couleurs. On a tous notre animal fétiche. On a tous notre matière de prédilection. On a tous notre tailleur aussi, c'est comme le tailleur bar chez Dior, le tailleur Chanel c'est le tweed, le tailleur chez Saint-Laurent c'est le smoking, tu vois, on a tous nos codes liés à l'enfance en général, liés à notre vécu. Le camélia chez Chanel, je pense que c'était Boy Capel, son amant, qui lui avait offert un bouquet de camélia. Je pense que c'est comme ça que ça s'est... je pense en 1923 qu'elle a dû mettre un camélia sur elle. Donc, alors, on en avait parlé un jour, et ça j'aimerais bien revenir sur ça, sur ce sujet-là. Tu dis on a tous un animal fétiche ou une couleur fétiche ou un numéro ou un chiffre. Mais toi qui es multiple, est-ce que tu ne te dis pas quand tu as terminé une idée à propos d'une fleur qui est fétiche chez toi, oui, néanmoins il y a aussi celle-là pour telle occasion, celle-là pour telle occasion, comme une couleur, comme une forme, comme un vêtement. Il y a ceux qui sont linéaires et qui aiment à travers tout, qui sont quelque chose, une chose ou une fleur. Non, moi ça change tout le temps. Et voilà. Donc aussi, ça dépend de certaines personnes. Non, mais attends. En fait, le gardénia, c'est le fil conducteur. Oui. On va en faire toute l'année, de pendant jusqu'à la fin de mes jours. Si j'écris des fleurs toute ma vie, il y aura toujours le gardénia parce que c'est vraiment une fleur facile, discrète, qui peut se mettre sur des smokings et voilà, très commerciale. Et en même temps, on peut en créer à l'infini, à des milliers. Tu peux l'interpréter dans toutes les matières, toutes les couleurs, tout, voilà. Maintenant, c'est vrai que je suis un amoureux de la rose. Alors déjà dans la rose, tu as combien de milliers de roses différentes, de formes, de couleurs. Qui n'aime pas les roses? Elle est le symbole aussi chez Dior. Tu peux la retrouver chez n'importe quel couturier, la rose. Il y a plein de fleurs particulières. Moi, dernièrement, tu avais les dahlias que j'ai eu dans mon jardin. Les dahlias, c'est une fleur qui était démodée, mais que je trouve tellement extraordinaire à réinterpréter en tissu. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que, et qu'en plus, chaque fois les outils pour le refaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et d'avoir cette richesse de feuilles, parce qu'en général, rares sont les personnes qui ont les outils des feuilles. C'est très difficile d'interpréter les feuilles. La découpe, la dentelure, la nervure. Et nous, ça c'est notre richesse, c'est notre patrimoine de moule de feuillage qui est exceptionnel. Quoi. Et le tombé des feuilles. Et le tombé des feuilles. La feuille apporte un truc en plus à la fleur. Moi j'aime beaucoup. Et dans nos collections de fleurs qu'on va vendre sur notre site, parce qu'on va ouvrir une boutique en ligne ici prochainement. Après, on va essayer de représenter nos collections on va créer des pop-up stores et puis peut-être représenter les fleurs dans quelques boutiques multimarques pour que les personnes puissent toucher la matière et se rendre compte un petit peu de la qualité. Ça, c'est ton projet. C'est tous mes projets ici qui arrivent. Automne, entre l'automne ici et le printemps prochain, on attaque tout ça. On en plein assez imminent. Mais c'est clair que le plaisir aussi de commencer à faire porter tout ça, tu vois. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a toujours cette robe Casati, cette robe que j'ai créée en velours de soie, qui est une robe écrin c'est un écrin pour la femme qui est le joyau, en fait, qui se loge de cette robe, mais surtout aussi, ça met en avant les parures de fleurs qui sont mises sur cette robe Casati en velours et qui valorisent complètement les parures, quoi. Oui, et que tu vas pouvoir montrer sur quel support?
Alors tout ça avec des on va pouvoir voir tout ça, on va pouvoir le voir au travers de pubs vidéo qu'on va sortir régulièrement pendant l'année. Donc je vais relancer aussi des robes de haute couture, on est déjà occupé de les préparer, donc on va ponctuer l'année de temps en temps, tous les 2 mois, une belle robe haute couture qui n'est pas à vendre, elle est juste pour montrer le savoir-faire et que voilà, c'est des milliers d'heures, donc tu vois, c'est vraiment, là c'est plutôt un travail presque de laboratoire, d'expérimentation, et ça permet à former des jeunes, des stagiaires, à apprendre des métiers de broderie, etc., moi à transmettre, mais en même temps cette pièce, elle va pouvoir valoriser les parures de fleurs, et les personnes ne pourront pas toucher la robe, mais pourront s'acheter la parure en rapport avec le thème de la robe. Donc on va emmener notre public dans des univers au travers de la vidéo d'art et la photo d'art. Après, ces pièces seront aussi mises dans les musées à un moment donné, tu vois. Donc c'est un support aussi, ces robes de haute couture sont vraiment des supports de communication, tu vois, si après on les met sur une personnalité, pour un tapis rouge, etc. Donc elles sont vraiment indispensables. Je pense que le public a besoin de s'approprier une histoire. Or les fleurs, elles sont là depuis des millénaires. On peut aller du néolithique, s'inspirer du néolithique jusqu'à nos jours, et partir dans des mondes différents. C'est devenu, je suis maintenant, dans ce projet, à pouvoir créer infiniment toute l'année, sortir des nouvelles capsules. On appelle ça des capsules, des micro-collections de lignes de fleurs, édition limitée ou en série. On verra ce qui marchera, mais surtout de pouvoir s'exprimer au travers de la vidéo d'art et la photo artistique. N'oublie pas qu'il y a toujours on est dans le studio de photo ici, donc il y a toujours le collodion aussi que je vais pouvoir exprimer et réaliser des photographies avec mon collodion avec mes fleurs. On en parlera un jour. On en reparlera un jour. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu voulais encore expliquer? Mais je voulais justement te demander tes souhaits, ton projet et la manière de commercialiser, mais ça tu l'as un tout petit peu raconté maintenant, tes fleurs. Et comme ça, le client peut comprendre un peu la démarche. Ce qui est important, c'est que le public se rende compte des heures que ça représente. Oui. Et que si on demande on va dire un gardenia à 55 €, ou une fleur à 1500 €, qu'est-ce qui fait une telle différence entre les deux? Ce sont les heures, simplement, et que c'est tout le défi en fait de ce projet. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons toujours des charges, une TVA à 21%, du temps, de l'énergie quand même, parce pour gaufrer il faut de l'énergie au niveau de la colle à brûler pour sculpter ou d'électricité pour les presses, et les heures passées dessus. Donc c'est un véritable travail d'artisanat. Une machine ne pourra jamais remplacer ça. Je parle bien de ce type de fleurs de couture. Je ne parle pas des fleurs comme tu trouves dans les grands magasins synthétiques qui viennent d'Asie, made in Taiwan, qui sont coulées dans du nylon et c'est pas du tout le même travail. On parle vraiment d'un véritable métier d'art dans lequel il faut une sensibilité humaine, une intelligence de la main et une dextérité des mains pour pouvoir réaliser ça. Et une machine ne peut pas remplacer cette sensibilité ou même ce faux pas que l'artisan va faire et qui va donner tout l'hyperréalisme dans la fleur. Parce que les fleurs, elles ont des défauts aussi, elles sont pas impeccables, les teintures, etc. Enfin, tu vois, les couleurs. Donc une machine ne peut pas. Ce qui donne l'âme, c'est que c'est chaque fois différent et que en fait les réactions des matières, des teintures, harmoniser toutes ces contradictions, parce que de nouveau c'est une comme pour la couture. C'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est la technique, la contradiction des techniques et harmoniser des tensions entre le geste de l'humain, enfin de l'artisan et sa matière, mais en même temps harmoniser des réactions entre des matières entre elles. C'est ça, oui. En fonction du climat, en fonction de... Enfin, c'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Parce que dans la couture, tu connais ton produit, tu l'as découpé, tu le couds, il est fini, il ne bougera pas. Tandis qu'une fleur, c'est presque vivant. Oui. Parce que même à la limite avec un défaut, elle est magnifique. Et c'est ça qui est magnifique. Je trouve que ce métier d'art, c'est la beauté même de l'éventuel défaut ou de la petite chose qui fait que cette fleur-là n'est pas la même que la précédente. La découpe était juste pareille, les mêmes pièces sont l'une à côté de l'autre. Et en même temps, à la confection,
Il y a un petit détail. Il y a deux choses aussi qui est intéressante, c'est que dans la haute couture, ça plat très longtemps. Donc les préparations, tous les points de bâti, tout le travail à la main, tu as plat longtemps, pendant des semaines et des semaines. Et à un moment donné, ça commence à se monter, et ta pièce prend forme avant ton défilé, etc. Ici, il y a tellement d'étapes que tu te vois avancer dans les étapes. Donc tu as une satisfaction de voir ta fleur... dans cette effervescance, cette excitation de la voir, te dire est-ce qu'on va y arriver, tu vois, jusqu'au bout. Et parfois on se plante, hein, mais c'est assez dingue. Et je vais te dire que depuis, d'abord, cet atelier qui m'est tombé dessus pour mes 40 ans est un cadeau du ciel, même si j'ai battu quand même pour l'avoir, hein, mais premier cadeau de ma vie, c'est d'obtenir ça. Mais en plus, le bonheur ça représente pour moi, parce que là j'ai un terrain jusqu'à la fin de mes jours, un terrain de création, de recherche. Je ne pourrais jamais, on ne peut pas se lasser de faire ce métier. D'ailleurs, tu me connais, jamais je prendrai ma pension, je ne veux même pas entendre parler de la retraite, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je vais travailler tout le temps jusqu'au bout du bout, comme un Karl Lagerfeld, comme Isabelle de Borgrave, comme tous mes maîtres. Il est hors de question de parler d'autre chose. Mais là, j'ai jamais été aussi heureux, à un tel point que ça me prend tellement mon temps que je n'ai pas vu l'année passée. Je suis on est déjà en septembre, là on parle. Je n'ai pas une notion du temps. Je travaille 7 jours sur 7 depuis le mois de janvier, tout le temps, passionné. Et c'est terrible parce que le temps, tu ne le captes même plus. Parce que tu es tellement pris dans tes différents projets de fleurs, etc. Et puis tous les autres projets que j'ai à côté, comme dans la photo, la peinture, tous les restes. Voilà, c'est un bonheur pour moi, quoi. C'est un bonheur. Comme ça, parce que ça, à plus de 40 ans, c'est vrai que je me suis enfin trouvé. Ça m'a révélé complètement, quoi. Et on revient à la grand-mère paternelle dans son jardin à observer les fleurs. Quand j'avais 7 ans. Tu as retrouvé le noyau et tout le reste gravite encore autour de ton noyau. Tout ce que tu faisais et ça t'a rajouté. Voilà. C'est ça qui est magnifique. Tu as retrouvé ton noyau. Et je me suis trouvé moi quelque part aussi. Oui. Tu vois, avec cette garantie qu'il n'y a jamais de crise dans la fleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode. Enfin, si, il y a un peu de mode, mais il y a peut-être des fleurs qui sont plus à la mode au niveau des couleurs, mais il y a très peu de concurrents, il n'y a pas de crise proprement dit. C'est pas concurrentiel comme le vêtement où tu as des milliers de marques à travers le monde. Chaque jeune qui sort des écoles, ils sortent là. Donc là, on est vraiment dans un secteur complètement à part, et je me définis vraiment en tant qu'artiste artisan, mais aussi semi-industriel, parce qu'on est déjà dans un travail un début d'industrialisation du 19e siècle, avec ces vieilles machines, etc. Donc on peut se permettre de faire quand même un peu de production, mais ce ne sera jamais une production comme... et ça sera toujours 100% fait chez nous. Il n'y a que la matière première qui vient d'Italie, des soieries qui viennent d'Italie, de France, les teintures, tu as vu, c'est de Liège, donc c'est tout du local, quoi. Oui, c'est magnifique. Oui. Et cette fleur peut se vendre au travers le monde entier, tu vois. Donc, alors il y a les écrins dans mes belles boîtes bleues de Prusse, qui sont fabriquées aussi en Belgique, donc tu vois, c'est vraiment un tout. Et mais c'est vrai que c'est des métiers passion, quoi. Voilà. Des métiers passion, oui. Donc, et puis on a toute la partie musée qui va s'enrichir petit à petit, puis la transmission, la préservation. En fait, comme on peut le dire, j'ai une casquette de créateur, mais une casquette de jardinier, parce que je m'occupe de mon jardin, mais d'artisan d'art, d'archiviste, d'historien, de botaniste. C'est vrai que Marie-Noël Creusement, c'est génial pour m'apprendre tout ça aussi. Hein. Oui. Elle m'a beaucoup appris au niveau, pour identifier les outils quand elle a fait le reportage. Donc c'est vrai que j'ai attiré à moi, par ce métier, toute une nouvelle équipe de personnes, de nouveaux amis. On va faire bientôt une SBL avec les amis de l'atelier, parce que c'est important de pouvoir créer une SBL. Et te soutiennent aussi. Et c'est clair qu'il y a tellement de belles rencontres. Et c'est dingue comme ce métier d'art
peut m'ouvrir à la décoration d'intérieur, à la photographie, à la peinture, à la sculpture, à des rencontres à Venise, des rencontres dans le monde entier. Ça peut toucher tout le monde, ça concerne tout le monde. La nature rassemble tout le monde. Là, ce qu'on commence à faire, ce sont des broches tout doucement pour la forêt de Soigne. Et ça, comme tu sais, je suis ambassadeur de la forêt de Soigne et des forêts du Brabant wallon. Et en tant qu'ambassadeur, on va faire des fleurs à vendre pour les associations, parce qu'ils ont besoin d'avoir une aide financière pour la préservation de la forêt, pour certaines choses. Très bonne idée. Et donc ça m'ouvre aussi au côté social. Oui. Comme je vais refaire bientôt des ateliers d'ici le mois de décembre à l'Institut Noc Marie Curie, à Paris, où je m'occupe des enfants malades en cancérologie, où là je viens avec toutes les fleurs et ils apprennent à monter des fleurs avec moi, tu vois. Donc, ce serait pour quand? Mais ça, j'ai déjà fait des ateliers comme ça, et je suis un des parrains de cette association. Donc avec le Covid, je n'ai plus su y retourner, avancer. Maintenant, on va reprendre tout doucement. Donc on vient une après-midi et c'est créer de l'art à l'hôpital. Moi, je viendrai avec tout ce qui est fleurs, quoi, tu vois. Chaque enfant pouvoir faire sa fleur, ça permet, si tu veux, moi de me faire face à une réalité de la souffrance évidemment humaine de tous ces enfants qui sont d'un courage incroyable, qui parlent de leur maladie avec une maturité incroyable alors qu'ils ont 7-8 ans, enfin c'est un truc de fou. Et je suis dans un environnement très difficile, au milieu des odeurs, voilà, des médicaments, etc. Des mauvaises nouvelles qui peuvent tomber, des parents qui apprennent que le traitement ne marche pas bien pour leur enfant. Oui. Donc il y a des ambiances comme ça, et puis à côté de ça, décrocher un sourire d'une mère qui me remercie infiniment de consacrer du temps pour leurs enfants dans une après-midi, parce que la mère vient aider avec l'enfant à faire le bricolage. Donc, et là, voilà, et ça c'est grâce à mon parrain Philippe Perrat, un des parrains de Paris qui m'a ouvert à tout ce monde, qui m'a effrayé parce que j'ai toujours eu peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la maladie. Pourtant, les fleurs et la mort, c'est lié. On est en plein dedans. Là, tu vas apporter du rêve et de la réalité. Oui, mais surtout pour moi, garder les pieds sur terre, et que ça, rien de tout ça ne m'est jamais monté à la tête, mais que c'est important de se rendre compte d'autres réalités et en tant qu'artisan, en tant que personne publique quand même, parce que je suis quand même une petite notoriété maintenant au bout de X années en tant qu'artisan, couturier, etc. Je me dois de m'investir dans des causes. Je peux pas rester non plus que dans ma bulle à penser qu'à ma carrière et à ma boîte, quoi. C'est important d'ouvrir à tout ça. Tout à ton honneur. Donc, et je pense qu'il y en a plein qui le feraient, quoi. Tu vois, je suis pas le seul. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? C'était un très on va pas trop dire aux personnes qui vont nous écouter, parce qu'il n'y aura plus de mystère sur tout ce métier, quoi. C'est à eux à venir visiter l'atelier. Oui, bien sûr, que la fleur est magique, on en a tous envie, besoin, et que c'est vraiment du rêve et de la réalité que tu proposes. Qu'est-ce que tu aurais encore comme dernière question? Eh bien, je crois que je t'ai tout demandé. Je vais te dire que ce que j'ai comme question, c'est est-ce que tu annoncerais aussi un podcast suivant autour d'un sujet éventuel qui va intéresser certainement beaucoup de monde aussi? On pourrait y venir sur le travail de la photographie, mais c'est encore prématuré. Est-ce que tu en as un autre sujet? En fait, pour l'instant, donc je commence à travailler sur les arts contemporains. Ça, je peux déjà en toucher un mot. Donc, comme tu as suivi déjà le début d'une œuvre qu'on tente de réaliser, mais on est pris par le temps. Le problème, c'est que pour l'instant, je suis beaucoup pris par le lancement du site internet, les démarches des boutiques qu'il va falloir faire, l'ouverture de la boutique en ligne, la relance de la création post-Covid. Tout doucement, je commence à me remettre à créer. Après, parce que bon, je n'ai pas chômé il y a eu le Covid. 2021, on a commencé à déménager l'atelier, enfin l'arrache de l'atelier, le déménagement, les aménagements ici, l'ouverture du musée, réapprendre des gestes. J'ai pas arrêté. Ça fait 4 ans depuis le Covid que je bosse. Mais maintenant, la priorité, c'est vraiment le côté commercial. Parallèlement à ça, c'est vrai que, comme tu sais, j'ai commencé à développer le collodion, technique du collodion humide. La peinture, tout doucement, on a remonté les châssis des grandes toiles. On a fait un premier paravent, on a un deuxième paravent qui va en art déco qui va commencer à être réalisé. On va poser 400 feuilles d'argent sur ce paravent. Ça va être inspiré des rinpa, qui sont les paravents japonais
de la période Edo qui me parle beaucoup. Mais sinon, oui, dans l'art contemporain, une sculpture qu'on a démarré, et puis une peinture en art contemporain, et puis ce travail photographique aussi que j'ai commencé à réaliser. Alors la technique de collodion, c'est très complexe. Tu en reparleras dans un podcast? Bien sûr, mais Oui. c'est ultra technique. C'est aussi c'est plein de défis parce qu'il faut de nouveau jouer avec le temps, le climat, tout ça, ça joue. C'est pour ça que j'ai plus fait de photos pendant 2 mois parce qu'il faisait trop chaud. Et le collodion, il ne prend pas quand il fait trop chaud. Tu raconteras toutes ces démarches. On pourra raconter ces démarches, mais il faudra évidemment quelques semaines, le temps que... C'est parfait, voilà. On se revoit dans quelques semaines. On se revoit dans quelques semaines. D'ici là, les podcasts seront mis sur le site ici prochainement, pour l'ouverture du site. Et on complétera effectivement. C'est vrai que ça peut être un sujet. Oui, tout à fait. Donc le collodion, la peinture, quand on aura bien démarré la peinture, mais peut-être mon approche dans l'art contemporain, ma vision d'art contemporain. Ça, je vais surprendre plus d'une personne quand j'ai commencé à m'y mettre. Parce que c'est vrai qu'on ne m'attend pas, on me connaît toujours sur les arts déco, la mode, la couture, tout figuratif, mais quand je vais me lancer un peu dans de l'abstraction, des choses comme ça va être plus surprenant. Et pourtant, ça fait partie de moi, j'ai cette polarité, voilà, j'adore l'ancien, parce que je suis un fou de Venise, comme j'adore l'art contemporain, et j'adore le purement. On se réjouit d'entendre encore une facette de ta complexité. Ouais. C'est magnifique. Pourquoi j'arrive à me suivre moi-même. Oui. Donc voilà. Et puis les littératures, le nombre de livres qui sont encore entamés en lecture. Pour l'instant, je vais d'étudier tous les peintres vénitiens, de Tiepolo, de Tintoret, le Titien. Je vais découvrir tous ces maîtres, la couleur, la peinture. Et parallèlement à ça, beaucoup de la littérature de tous ceux qui sont passés par Venise, entre Gérard Massé qui me parle beaucoup. Voilà, il y a vraiment pas mal de grands maîtres de l'académie, etc. qui me parlent beaucoup, quoi. Je suis assez touché par tous ces grands écrivains et c'est vrai que là j'apprends beaucoup de choses sur Venise, à commencer à apprendre à avoir une vision d'une Venise différente de ce qu'on voit d'habitude. Oui. Mais ça, on pourra faire un podcast sur Venise aussi. Certainement, parce que là il y a beaucoup de choses que je peux découvrir et voilà, qui sont super géniaux. Magnifique, on termine comme ça, c'est superbe. Merci beaucoup pour toutes ces informations, merci pour cette transmission de passion et toutes ces explications, parce qu'on entre dans, vraiment, comme on dit au départ, dans une conversation intime. C'est ton intimité que tu racontes, et toutes les facettes de ta personnalité que tu partages avec bonheur pour toutes ces personnes qui t'écoutent. Un immense merci, Mais de rien. Et à tout bientôt.